Bonjour mes chers collègues. Donc, en l'absence de la présidente Sandrine Lefleur, j'ai donc l'honneur de pouvoir présider la réunion de notre commission ce matin. L'ordre du jour a été modifié du fait de la chute du gouvernement et cela nous permet d'entendre la présentation des conclusions de la mission d'information sur le rôle du transport ferroviaire dans le désenclavement des territoires cette mission qui a été menée par les deux co-rapporteurs Olga Givernet et Béranger Cernon, et je salue également le président Pio Dufaux. Plus de 7 mois de travail, 26 auditions, un rapport d'étape centré sur les questions de financement, une contribution versée à la conférence Avenir Transport, 44 recommandations, la plupart transpartisanes. Au-delà de l'importance du travail accompli, c'est une démarche constructive que je salue. Et j'en remercie Pio Dufaux, président de la mission, ainsi que les deux co-rapporteurs, Olga Givernet et Béranger Cernon. Les questions de mobilité sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens comme de notre commission. L'audition, il y a 15 jours, de Dominique Bussereau nous a permis de faire un premier point à partir du rapport de la conférence Avenir France Transport. Excusez-moi. Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, la conférence a mis en avant un consensus s'agissant du ferroviaire pour la régénération et la modernisation des réseaux existants. Ce qui a conduit le Conseil d'orientation des infrastructures, auquel j'appartiens, à engager une revue des grands projets afin de revoir les priorités. Les besoins de financement du réseau sont d'ailleurs le premier des défis que vous soulignez, avant d'en venir aux pistes de financement à privilégier. Alors que nous attendons de pouvoir discuter d'un projet de loi de finances, c'est bien sûr l'un des points dont nous sommes particulièrement soucieux de discuter avec vous ce matin, mes chers collègues. C'est d'autant plus crucial que les nécessités de l'adaptation au changement climatique imposent aussi des dépenses au risque d'avoir à affronter plus tard un cours de l'inaction qui serait bien supérieur. Votre mission comprenait une dimension territoriale très forte. Désenclavement des territoires, enjeu de l'ouverture à la concurrence en termes d'aménagement de territoire. Face à ces défis, comment voyez-vous le développement du rôle des régions? Enfin, le président de la République a désigné Jean Castex pour succéder à Jean-Pierre Farandou à la tête de la SNCF. Notre commission a été saisie de cette proposition de nomination. Quelles sont les principales recommandations que vous lui adressiez? Je cède sans plus attendre la parole au président Pio Dufaux pour 3 à 5 minutes, ainsi qu'aux deux rapporteurs, Olga Givernet et Béranger Cernon. 10 minutes chacun environ. Et nous en viendrons ensuite aux orateurs de groupe. Merci, mes chers collègues, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, chers co-rapporteurs Olga et Béranger. C'était un plaisir pour moi de présider cette mission d'information ferroviaire. Je suis moi-même employé, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, de la SNCF depuis maintenant 27 ans, engagé pour le ferroviaire depuis longtemps. Je suis aussi là, comme vous, pour porter les besoins des territoires à l'Assemblée nationale et aussi pour dépasser les clivages partisans. Et je crois qu'on a mené ce travail à bien. C'était très intéressant, évidemment. Le rapport n'est qu'une première étape encourageante, mais elle permet d'ouvrir la voie à une loi cadre. J'en reparlerai un peu plus loin. Donc depuis février, 26 auditions avec les opérateurs ferroviaires, donc la SNCF, mais aussi l'ensemble des concurrents aujourd'hui identifiés et les futurs à venir. Les acteurs publics et les régulateurs, dont la DGITM, la RT ou le COI, les syndicats cheminots évidemment, les représentants des entreprises, transporteurs, constructeurs, vendeurs de billets, les représentants des usagers, dont la FNOT, les régions, et aussi les associations comme Réseau Action Climat ou Oui au train de nuit. Avec Olga Givernet et Béranger Cernon, et on remercie ici Camille Prada et Marine Le Gloanec, qui n'est plus là puisqu'elle était en stage, mais qui nous ont appuyés et qui nous ont permis de mener ce travail exigeant à bien. Je remercie toutes les personnes qui ont participé aux auditions, et moi je regrette quand même une chose, c'est que c'est un travail transpartisan, mais qu'il y a un parti qui prétend gouverner aujourd'hui et qui appelle à revenir aux urnes, mais qui n'a participé à aucune audition. Voilà. Et ça, je trouve ça regrettable parce que le ferroviaire, c'est quand même un enjeu essentiel pour nos concitoyens aujourd'hui, pour demain, et construire un avenir plus propre
et une justice sociale plus importante pour l'ensemble des territoires. Le contexte, il y a quand même un sentiment d'abandon des territoires justement où la voiture est souvent la seule solution et le tout TGV a laissé de côté ces gens-là et c'est ce qui crée cette fracture qui s'est creusée au fil du temps et les gens attendent une réponse à leurs enjeux du quotidien, au transport du quotidien. Et force est de constater que ces dernières années, l'État n'a pas été à la hauteur des enjeux. Il y a un retard sur les investissements dans l'infrastructure et un risque de rupture. Je rappelle qu'en Allemagne, le retard est encore plus important et qu'on arrive à un taux dramatique de 80% seulement de ponctualité des trains, qui fait que notamment les trains allemands sont interdits aujourd'hui de rentrer sur le territoire suisse parce que trop en retard et risquent de désorganiser l'ensemble du réseau suisse. La France n'en est pas là. Loin de là encore. Par contre, si les mesures ne sont pas prises immédiatement, on y court. Donc il faut absolument qu'on trouve les moyens. Et à l'heure de l'urgence climatique, il y a un petit rappel qui est important. Le train est 12 fois plus efficace que la route en termes d'utilisation d'énergie et 100 fois moins émetteur de CO2 que la voiture. Et donc, il y a une urgence à développer le train du quotidien. C'est un impératif écologique, comme je le disais, un besoin de justice sociale. Donc, la première urgence, on en a parlé aussi dans la mission de financement des mobilités, l'urgence de financement de l'infrastructure. C'est un consensus et je laisserai mes deux collègues détailler, mais c'est indispensable. Plus personnellement aussi, dans le contexte de ressources et de budget limité, des projets comme la LGV du Sud-Ouest qui parle de 14 milliards à mettre sur la table pour gagner 20 minutes pour arriver à Dax, ça semble être une erreur. C'est un avis personnel. La priorité donc, c'est le transport du quotidien, les petites lignes pour offrir des solutions concrètes à la population. Je rappelle qu'il y a énormément de projets de SERM qui sont remontés des territoires et qu'à ce jour, nous n'avons pas 1 euro sur la table pour pouvoir mener ces projets à bien. Donc il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions pour les financer. Le dernier point, c'est remettre un pilote dans le train. Aujourd'hui, l'ouverture à la concurrence est là, sauf qu'elle n'a été ni anticipée, ni réfléchie, ni accompagnée. Le rôle de stratège de la SNCF n'est plus assuré, étant donné que la SNCF a été soumise à concurrence. Et il y a pas mal de propositions de la mission pour remettre une tête pensante pour l'aménagement du territoire, la commande du matériel roulant, les enjeux de billettique, de garantie entre les différents opérateurs. Voilà, j'en termine là, j'ai fait court. Je laisse la parole au rapporteur. J'espère que notre rapport pourra inspirer un travail transpartisan sur la relance du transport ferroviaire pour nos territoires et pour leurs habitants. Et je suis sûr qu'ensemble, nous pourrons faire bouger les lignes. Et nous appelons tous ici, de nos voeux, une loi cadre le plus rapidement possible, ambitieuse, de manière à relancer le ferroviaire qui malheureusement pâtit d'un manque d'investissement depuis des années. Merci beaucoup. Merci, Président. Je cède la parole à Olga Givernet. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le co-rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues. D'abord, merci à vous d'être présents aujourd'hui, d'avoir pu profiter de ce créneau qui se libérait pour que nous puissions parler ferroviaire. Nous avons mené ce travail depuis le mois de février, 26 auditions, un travail conséquent sur la question du désenclavement du territoire par le ferroviaire, ce qui nous a permis de faire un état des lieux de notre réseau aujourd'hui en France et de constater que nous avons quand même un réseau circulé, c'est important, circulé, qui est plutôt bien maillé, qui garde de la capacité pour monter en compétences et pouvoir répondre au choc d'offres que beaucoup appellent de leur vœu. Savoir aussi que c'est un succès croissant pour nos concitoyens, puisque nous avons une fréquentation qui a atteint un niveau record pour la 3e année consécutive, que ce soit pour les déplacements ponctuels ou les déplacements du quotidien, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et donc, c'est encore en France un moyen de déplacement qui est sûr. Et nous le voyons, comme nous le comparons avec l'Allemagne, puisque c'est sûr, fiable,
ponctuel. C'est un moyen de transport également écologique. Il émet moins de CO2 qu'un autocar, 100 fois moins que la voiture individuelle. Et c'est vraiment une stratégie au cœur de la stratégie européenne et nationale de décarbonation des transports pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, depuis plus de 2 siècles, nous avons un réseau ferré qui s'est densifié, 28 000 km, qui maille l'ensemble de notre territoire. Il est ponctué de quelques 3 000 gares et haltes ferroviaires. Le réseau, c'est de la grande vitesse et puis également un réseau de petites lignes qui vient compléter et qui peuvent circuler avec les TGV, les TER, Intercités, trains de nuit ou encore le fret. Nous nous sommes attachés à tous les aborder. C'est plus de 15 000 trains par jour. En revanche, nous avons identifié que nous avons un réseau ferré qui est vieillissant. Ça entraîne une dégradation de l'état des infrastructures et elle va concerner d'ici à 2028 plus de 4000 km de lignes et affecter jusqu'à 2000 trains par jour, ce qui entraîne une détérioration de la qualité du service avec des retards de circulation, des annulations de trains. Vous comprenez bien, lorsqu'il y a des pannes, des casses, nous avons des trains qui peuvent prendre du retard, voire même être annulés. C'est un problème de performance et nous ne pouvons nous permettre de reculer encore sur cela. Monsieur le Président l'a bien dit. Donc la priorité doit être donnée à la régénération et à la modernisation du réseau pour avoir un service qui reste performant et sûr et éviter absolument ce décrochage de notre système ferroviaire. Les sources ont bien été identifiées, notamment des besoins de financement. Et notre mission s'est inscrite en même temps que la conférence de financement Ambition France Transport, à laquelle nous avons pu participer puisque nous avons fait une contribution au titre de la mission d'information. Cette conférence de financement a été présidée par Dominique Bussereau et nous avons une convergence sur les besoins de financement supplémentaires de 1,5 milliard d'euros par an qui sont manquants pour ce réseau circuler, avec plusieurs pistes qui sont privilégiées dans les financements. Évidemment, le fonds de concours pour lequel la SNCF a d'ores et déjà annoncé pouvoir mettre 500 millions d'euros en plus, mais nous savons également qu'il y a d'autres possibilités de financement et des sources de recettes. Moi, je privilégie également les partenariats publics-privés lorsqu'ils sont possibles, la mise en place d'une écotaxe régionale, le financement par la Caisse des dépôts et consignations ou encore avec la fin progressive des concessions autoroutières de pouvoir bénéficier de l'argent. Il faut savoir aujourd'hui que le ferroviaire paye le ferroviaire, ce qui n'est pas le cas du routier puisque le contribuable paye le routier. Donc d'avoir un réseau régénéré, modernisé est la condition sine qua non pour opérer un véritable choc d'offres ferroviaires. L'accélération du report modal vers le train nécessite plus de fréquences, plus de fiabilité, des dessertes et un train du quotidien qui soit une alternative crédible à la voiture. Alors je reviendrai sur la question de l'ouverture à la concurrence qui a été instaurée par la loi LOM sur les lignes TER ou TGV et qui, à mon sens, doit être un levier pour accroître l'offre de trains et mieux répondre aux besoins et aux attentes du territoire. Mais tout cela appelle à avoir une gouvernance du système ferroviaire, puisque vous comprenez bien, avec plusieurs opérateurs et non plus un opérateur unique, eh bien, il y a des sujets sur la coordination de la billettique, sur l'achat du matériel roulant, pour mutualiser tout cela et faire en sorte que vis-à-vis de l'usager, eh bien, que tout cela soit le plus transparent possible. Nous avons d'ailleurs fait une proposition d'un billet unique, comme il a été fait chez nos voisins européens. Au niveau régional, cette meilleure coordination politique doit s'opérer également, puisque entre les régions qui sont autorités organisatrices des transports, elle doit pouvoir maintenir la continuité de l'offre ferroviaire et de la billettique au service des usagers en tout point du territoire. Donc si je me raccroche à ce qui a pu être dit par le Président, nous en appelons à avoir cette loi cadre qui est proposée par la conférence Ambition France Transport. Nous la souhaitons le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, un certain nombre de travaux, notamment sur les contrats de performance avec SNCF, doivent pouvoir avancer pour avoir de la visibilité. J'invite également à la Commission à se saisir de l'opportunité que nous est offerte par SNCF pour les auditionner chaque année, pour faire un état des lieux de l'avancement de ces travaux sur la régénération et la modernisation.
Donc vous avez vu 44 propositions, la plupart où nous avons pu converger, quelques-unes où j'ai pu faire des propositions supplémentaires et mon co-rapporteur également, Bérangé Sernon, notamment sur le fait d'avoir la mise en place de l'écotaxe à l'échelle régionale pour le routier, pour récupérer des financements. Je le disais, au niveau des partenariats publics-privés, une attention particulière sur les péages ferroviaires où nous avons pu identifier qu'ils étaient les plus importants parmi les pays européens, et donc nous ne recommandons pas d'augmentation sur les péages. En revanche, de regarder quelle modulation nous pouvons faire pour être plus attractifs et avoir plus de trains. Regarder également à la concurrence du routier, notamment sur les méga-camions. Et si le choix a été fait d'autoriser ces méga-camions en France, eh bien, de regarder à éviter une concurrence sur les tracés et les itinéraires du transport ferroviaire pour éviter justement ces problématiques de concurrence. Les régions ont elles-mêmes donc cette compétence du ferroviaire. Elles se sont beaucoup impliquées dans les débats. Elles ont fait d'ailleurs des propositions intéressantes, notamment que les lignes qui raccrochaient les préfectures à des sous-préfectures puissent être regardées d'un point de vue national avec l'État. Et nous pouvons avancer dans ce cas-là. J'espère que vous avez pu prendre connaissance de l'ensemble des 44 recommandations, et je vous propose que nous puissions répondre à vos interrogations sur l'une ou l'autre lors de nos échanges. Je vous remercie beaucoup. La parole est laissée à Bérangé Sernon pour effectivement la suite. Merci, Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure. Mes chers collègues, tout d'abord, je tenais à remercier vivement nos administrateurs, et en particulier Madame Paga, ainsi que le président de la mission d'information et ma co-rapporteure, Olga Givernet, avec qui j'ai pris plaisir à mener ces auditions et à travailler de manière transpartisane, et ce, même si nous avions des désaccords. Débattre et échanger pour convaincre, n'est-ce pas finalement le sens même de notre travail? La mission d'information que nous présentons aujourd'hui s'est tenue dans un contexte particulier, et je fais abstraction du moment politique, celui d'un réseau ferroviaire fragilisé, d'une ouverture accélérée à la concurrence et d'une urgence écologique désormais incontournable. Avec ma co-rapporteure, nous avons voulu mener un travail transpartisan et pragmatique au service de l'intérêt général. Nous avons auditionné plus de 80 acteurs, près de 26 auditions, élus, opérateurs, syndicats, experts, associations d'usagers. Tous partagent un même constat. Le ferroviaire est à la fois un levier d'aménagement du territoire et un pilier de la transition écologique, mais il souffre de sous-investissement et de choix stratégiques parfois nébuleux. Notre rapport s'inscrit donc dans une ambition simple, remettre le train au cœur des politiques publiques, au service des territoires et de la décentralisation des mobilités. Comme vous pourrez le voir, sur les 44 recommandations de ce rapport, la plupart sont communes, hormis quelques exceptions. Notre pays disposait à la libération de près de 60 000 km de voies ferrées. Il en reste aujourd'hui à peine 28 000. Cette contraction du réseau traduit des décennies de désengagement progressif de l'État au profit d'une politique du tout TGV, souvent pensée pour les grandes métropoles, au détriment des trains du quotidien. Cette stratégie a produit plusieurs effets préoccupants, notamment la dégradation du réseau et de ses infrastructures, la fermeture continue, dite de lignes secondaires, pourtant essentielles au maillage du territoire, et enfin la stagnation, voire le recul du fret ferroviaire dont la part modale ne dépasse plus 10%. À cela s'ajoute une conséquence structurelle de la libéralisation, l'éclatement du système ferroviaire. L'ouverture à la concurrence s'est faite sans stratégie d'ensemble, sans coordination entre les acteurs et sans mécanisme de péréquation solide. Résultat, un pilotage affaibli, des usagers confrontés à une complexité croissante et un opérateur historique, la SNCF, privé d'une partie de sa capacité à remplir sa mission d'aménagement du territoire. Notre rapport le souligne, il faut remettre un pilote dans le train. Le premier axe de nos recommandations vise à réaffirmer la nécessité d'un État planificateur et coordinateur du système ferroviaire. Nous proposons notamment d'adapter le niveau des péages ferroviaires afin qu'ils servent aussi un objectif d'aménagement du territoire, de reconstruire une stratégie industrielle nationale autour de la commande du matériel roulant pour anticiper les besoins et éviter la dispersion régionale des cahiers des charges, d'aller vers une billettique unifiée afin de préserver la lisibilité du système pour les usagers et enfin de limiter le recours aux partenariats publics-privés qui, nous le savons, fragilise la maîtrise publique et augmente les coûts à long terme.
Ce renforcement de la gouvernance publique doit aller de pair avec une loi de programmation ferroviaire définissant les priorités, les financements et les objectifs à minima 10 ans. Rénover et moderniser le réseau, c'est la condition du report modal. La régénération du réseau existant pose un certain nombre de problèmes. Les besoins sont considérables. Sans investissement massif, près de 4000 km de lignes pourraient être menacés de fermeture d'ici 2028. Nous recommandons donc la mise en place d'un cadre budgétaire pluriannuel garantissant la stabilité des financements, la priorisation des trains du quotidien et des lignes régionales plutôt que de nouveaux projets de grande vitesse, l'augmentation des moyens consacrés, un minimum de 4,5 milliards d'euros par an, à la modernisation technique du réseau, commandes centralisées, signalisation ERTMS et bien évidemment la question de l'adaptation climatique. Et enfin, l'abandon des projets routiers et autoroutiers inutiles afin de réallouer les ressources vers le ferroviaire. Nous insistons également sur la nécessité de faire contribuer davantage le transport routier par une écotaxe régionale sur les poids lourds ou par l'application pleine et entière de la directive européenne Eurovignette. Le rail ne peut pas être le seul mode à supporter le coût de la transition écologique. Enfin, notre troisième axe vise à replacer le fret ferroviaire et les trains de proximité au centre de la politique de transport. Sur le fret, nous proposons une dotation budgétaire dédiée pour les lignes capillaires essentielles à la desserte fine des territoires industriels. Une obligation d'étude d'embranchement ferroviaire pour toute nouvelle plateforme logistique et enfin une opposition aux méga-camions dont la généralisation mettrait en péril tout objectif de report modal. Sur le voyageur, il faut augmenter la fréquence et le cadencement des trains régionaux, relancer les trains de nuit et les liaisons transversales entre régions et rendre le train plus accessible par une baisse de la TVA à 5,5% et un retour à une tarification plus juste et lisible. Ces mesures ne sont pas seulement techniques, elles sont sociales, territoriales et écologiques. En conclusion, ce rapport ne se veut pas être une simple photographie du réseau, ça trace une trajectoire politique et stratégique. Le ferroviaire, c'est l'égalité des territoires, la justice sociale et la planification écologique. C'est aussi un levier de souveraineté industrielle et de résilience énergétique. Nous formulons donc 44 recommandations. Elles convergent vers une même exigence, celle d'un État stratège, d'un service public fort et cohérent et d'un investissement massif dans les mobilités durables. À l'heure où la transition écologique ne peut plus attendre, le train doit redevenir la colonne vertébrale des mobilités françaises. Il ne s'agit pas seulement de sauver un mode de transport, il s'agit de reconstruire un projet national de cohésion et de justice territoriale. Et donc je forme le vœu, comme Olga l'a fait, que ce rapport contribue à cette ambition collective et qu'il inspire au-delà de nos clivages une politique ferroviaire à la hauteur des enjeux de notre siècle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président et Madame et Monsieur les rapporteurs. Je vais donc céder la parole maintenant aux orateurs de groupe en rappelant que chacun dispose de 3 minutes. S'agissant de l'examen d'un rapport d'information, les orateurs interviendront successivement et les rapporteurs répondront de manière globale. Donc, pour le Rassemblement national, je cède la parole à Mathieu Marquiot. 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure, Monsieur le co-rapporteur, chers collègues. Je voudrais d'abord saluer les rapporteurs pour la qualité du travail accompli. Ce rapport décrit avec justesse et lucidité la réalité de notre système ferroviaire, ses atouts, mais aussi ses carences et ses impasses. Nous partageons ce diagnostic, même si nous avons des réserves sur certaines sources de financement envisagées, en particulier de nouvelles taxes que nous refusons. Le ferroviaire est essentiel au désenclavement de nos territoires et à la transition écologique. Pourtant, depuis des décennies et plus encore sous les gouvernements successifs, nous avons assisté à la fermeture progressive de petites lignes, nourrissant un profond sentiment d'abandon dans les territoires ruraux et périurbains. C'est pourquoi nous soutenons l'idée d'un moratoire sur la fermeture des petites lignes. Nous devons mettre fin à la gestion au coup par coup, symptôme de l'improvisation qui caractérise la politique ferroviaire sous les gouvernements macronistes. Il faut au contraire, un véritable plan pluriannuel conduit par un État stratège pour déterminer ligne par ligne l'avenir des dessertes fines du territoire. Maintien, modernisation, conversion ou lorsque cela est nécessaire, remplacement par un mode routier adapté. Nous devons aussi ouvrir le chantier des matériels légers, des trains plus économiques, plus souples, permettant de faire revivre certaines lignes avec des coûts d'exploitation raisonnables. C'est un levier indispensable pour offrir un service de proximité dans les zones aujourd'hui délaissées. Nous vous alertons également sur les effets néfastes de l'ouverture
à la concurrence des lignes TGV voulues par les gouvernements successifs imposées par Bruxelles. Cette ouverture fragilise le système de péréquation et qui permet de financer les lignes déficitaires grâce aux recettes des plus rentables. Demain, des dessertes stratégiques comme le TGV de Douai dans mon département pourraient être menacées. Et nous y sommes profondément attachés. Sur le fret ferroviaire, les gouvernements Borne et Attal ont choisi de se plier aux injonctions de la Commission européenne et d'organiser le démantèlement de Fret SNCF, alors même que la part modèle du fret progressait enfin. Ils ont cédé là où il fallait défendre l'intérêt national et le climat. Sur le terrain, les incohérences persistent. On réduit les horaires d'ouverture des guichets, comme chez moi à Somain, dans le Nord. On complique l'accès au rail par la multiplication des abonnements et des systèmes tarifaires. On décourage les usagers avec des outils numériques peu adaptés comme SNCF Connect. Le redressement du ferroviaire exige des engagements clairs, pérennes et assumés, pas des financements aléatoires. Le ferroviaire doit redevenir un outil d'aménagement du territoire, de cohésion nationale et de transition écologique. Nous devons sortir des politiques erratiques, soutenir les dessertes fines du territoire, moderniser notre matériel et redonner au train toute sa place. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Ensemble pour la République, je cède la parole à Pierre Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure, Monsieur le co-rapporteur, chers collègues. Merci déjà d'avoir tenu et maintenu cette audition et cette présentation de rapport dans un contexte politique que l'on connaît. Et donc, c'est très appréciable de pouvoir se dire qu'on est capable de réfléchir encore un peu à des sujets de fond malgré la cacophonie générale. Je voulais aussi, donc, par la même occasion, saluer la qualité de ce rapport qui met évidemment en lumière les enjeux de régénération du réseau ferroviaire et de décarbonation de nos mobilités. Vous l'avez rappelé, mais je trouve que ce chiffre est extrêmement parlant. Le train, c'est 12 fois plus économe en énergie que la route, 100 fois moins émetteur que la voiture individuelle. Et donc, ça doit être au cœur de notre stratégie de décarbonation à horizon 2050. Rappelez aussi que de nombreuses initiatives ont été portées depuis 8 ans. Et je trouve que ce rapport, finalement, il s'inscrit assez bien dans la lignée de ce qu'avait présenté Elisabeth Borne en 2023 avec ce grand plan rail, ces 100 milliards d'euros ventilés jusqu'en 2040, avec pour point principal la rénovation du réseau. On sait que c'est 10% du rail aujourd'hui en France qui est en mauvais état, 22% si on se concentre sur les petites lignes. Dans cette même période, on le sait, il y a eu des premières ouvertures de petites lignes. Je vais en mentionner une toute particulièrement, c'est celle de Épinal-Saint-Dié, puisque c'était le combat d'une vie de notre ancien collègue David Valence. On peut aussi penser au Paris-Tarbes, au Paris-Aurillac. Je regarde mon collègue Nicolas Sansu. Le travail n'est pas terminé. J'ai travaillé pendant longtemps à Limoges en venant de Paris, donc j'ai emprunté la ligne qui passait par Vierzon, la fameuse POLT. On sait qu'il y a encore énormément de travail à faire sur la régénération de nos voies et que ce n'est pas acceptable dans un pays comme la France en 2025 d'avoir une ligne telle qu'elle est aujourd'hui dans la desserte du centre de la France. Donc merci pour ce rapport et les points extrêmement clairs que vous portez. J'ai deux questions. La première, je vais continuer sur ces lignes qui ont ouvertes, mais en mentionnant peut-être une qui va fermer, c'est celle du Paris-Vienne, avec la fermeture annoncée par la compagnie autrichienne OBB, pour venir parler du sujet de l'ouverture à la concurrence, puisque vous le mettez comme levier pour accroître l'offre et justement soutenir cette stratégie. Comment concilier, selon vous, cette ouverture avec la nécessaire cohérence de notre système ferroviaire et la préservation de la desserte d'aménagement de plus petites communes et éviter cet effet d'aubaine sur des lignes extrêmement rentables au détriment de lignes évidemment plus petites, plus enclavées et qui rapportent moins de sous et donc qui seront moins convoitées par les autres opérateurs. Et la deuxième question, elle porte évidemment sur le nerf de la guerre, sur la nécessité de financement. Donc je parlais des 100 milliards d'Elisabeth Borne et on sait aujourd'hui que c'est même encore un peu plus si on regarde 2040 voire 2050 pour arriver à tous les objectifs que vous avez portés. Vous évoquez le recours au partenariat public-privé, à la Caisse des dépôts notamment pour accélérer la régénération du réseau. Est-ce que vous pouvez préciser, quelles mesures ces outils pourraient être mobilisés concrètement, le rôle de la Caisse là-dedans, quelles garanties peuvent être apportées pour que ces montages financiers restent compatibles avec nos objectifs de service public? Je vous remercie grandement. 3 minutes 03, Monsieur le Président. Merci. Je vais donc maintenant céder la parole pour la France Insoumise à Madame Ercilia Soudé. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bravo vraiment pour la qualité de votre rapport. On se rejoint globalement sur la nécessité écologique, puisqu'en fait, ce n'est pas un secret, le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France,
ce sont les transports, notamment, en particulier en fait, du fait de nos routes, puisque 94% des émissions qui sont émises par ce secteur viennent des routes justement. Donc ça montre à quel point il est nécessaire de faire des efforts pour le développement de nos mobilités durables et notamment le ferroviaire. Après, moi, ce qui me chagrine, c'est que ça fait des années que la Macronie, même si M. Cazeneuve défend le bilan de Mme Borne, n'a cessé de délaisser le ferroviaire. On le voit déjà même avec le budget de l'année dernière, où en fait déjà on était en baisse sur les questions du ferroviaire, et les investissements en particulier étaient en chute libre. Alors ça a des conséquences très claires, et notamment ça se voit avec le fret ferroviaire, puisque on a abouti quand même à une situation où on a simplement 9% des marchandises qui sont transportées par le ferroviaire, ce qui est moitié moins qu'au niveau européen, ce qui montre à quel point on est à la ramasse. Mais parallèlement aussi, on peut alerter sur le fait que nos lignes sont particulièrement vétustes. En 2019, 30 ans de moyenne d'âge pour nos lignes, 36 ans si on s'intéresse aux petites lignes, ce qui montre à quel point certains territoires sont particulièrement délaissés. Si on en arrive là, c'est parce qu'à mon sens, il y a une véritable analyse erronée de nos besoins en matière de transport, de la part notamment de la Macronie. Et notamment une analyse erronée en ce qui consiste au fait d'associer le ferroviaire avec la question du travail. Une conception du travail, par ailleurs, complètement passéiste, qui est d'ailleurs en contradiction avec la vision que la Macronie a du travail, puisqu'en fait, la Macronie n'a cessé de déréguler le marché du travail, et pour autant, et à développer le travail le dimanche, et pour autant, on continue de parler de l'importance d'avoir du ferroviaire uniquement en heure de pointe. D'ailleurs, c'est ce qui ressort de votre rapport, parce que vous rappelez que il n'y a que 20% en fait, des trajets avec le train en fait, qui concernent le fait d'aller du domicile jusqu'au travail et aux études. Et j'ai envie de dire, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait des 80% restants? Simplement, voilà, ce qui caractérise encore une fois la Macronie, c'est son entêtement. On le voit encore une fois avec la situation politique actuelle. Et donc, certes, on a beaucoup travaillé sur le sujet, on a beaucoup alerté, encore en 2023 avec une commission d'enquête. Mais moi, ma question, finalement, c'est quand est-ce qu'on met fin à cet entêtement? Quand est-ce que vous allez prendre en considération nos rapports et notre commission, les avis qu'on donne en commission? Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, je cède la parole à Denis Feignet. Monsieur le Président, chers collègues, je veux saluer d'abord le travail remarquable mené par nos 3 rapporteurs, issus de sensibilités politiques différentes. Leur coopération démontre qu'au-delà de nos clivages, une convergence existe, celle de préserver et de renouveler le ferroviaire. Il s'agit là d'un signal essentiel, car oui, le ferroviaire doit redevenir une priorité nationale. Derrière chaque gare, chaque ligne, il y a des habitants, il y a des territoires, des services publics. Le train, c'est un lien, c'est la proximité, la justice territoriale et la transition écologique. Mais soyons lucides, l'ouverture à la concurrence a trop souvent été menée sans vision ni accompagnement. Le ferroviaire n'est pas un marché comme un autre, c'est un bien commun, l'héritage d'un investissement du 19e siècle qui faisait entrer notre pays dans la modernité. Nous avons besoin d'un État stratège capable de planifier, d'investir et d'assumer ses choix. Ces choix, il faut les anticiper à partir de 2027. Il manquera 1 milliard d'euros par an à SNCF Réseau pour simplement entretenir et régénérer le réseau. Ce déficit doit être comblé dès maintenant, sinon nous verrons se multiplier les fermetures de lignes et les ralentissements. Je veux aussi évoquer les partenariats publics-privés recommandés par la conférence de financement. Leur coût est connu, les coûts explosent et les retombées locales restent faibles. L'exemple de l'ISEA entre Tours et Bordeaux doit nous servir de leçon. Enfin, ayons de l'ambition pour le train de nuit. La ligne Paris-Vienne-Berlin, menacée de fermeture, doit absolument être sauvegardée dans le prochain budget. Alors oui, retroussons-nous les manches. Le train est le moyen de transport le plus décarboné, le plus juste et le plus moderne. Les socialistes seront au rendez-vous du budget pour défendre une vraie ambition ferroviaire au service des territoires et de la transition écologique. Je vous remercie.
Merci. Pour la droite républicaine, je cède la parole à Jean-Pierre Tête. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les rapporteurs, le ferroviaire est un enjeu stratégique pour la France. On ne peut que déplorer le déclin qu'il connaît aujourd'hui. Vous en expliquez les causes. Merci d'ailleurs pour votre travail. Le sous-investissement, le désengagement de l'État, les fragmentations de la gouvernance qui ont pour conséquence la fermeture des petites lignes et un report de la circulation des personnes vers d'autres moyens de locomotion. Les habitants des zones rurales se sentent donc abandonnés. En effet, toutes les voies mènent facilement à Paris, depuis Bordeaux, depuis Lyon, depuis Strasbourg, depuis Marseille, avec moins de 3 heures pour toutes ces destinations, mais plus de 5h30 de trajet quand vous reliez par exemple Lyon à Bordeaux. L'efficacité des lignes à grande vitesse ne doit pas faire oublier le reste du territoire. Les petites lignes représentent 12 000 km, elles sont essentielles à la vitalité de nos territoires ruraux, mais déjà 2/3 des territoires n'ont plus de gare. De tous bords, élus de cette France qui se sent oubliée par l'État, nous savons ce que signifie une fermeture de ligne pour un territoire qui n'a déjà rien ou très peu, où la voiture n'est pas un choix mais une obligation et où l'offre de transport est inexistante. Dans ma circonscription de la Loire, depuis 2016, plus aucune circulation ferroviaire n'emprunte l'axe Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, entre Thiers dans le Puy-de-Dôme et Bouin-sur-Lignon au pied des monts du Forêt dans la Loire, une déconnexion ferroviaire au cœur d'Auvergne-Rhône-Alpes où 2 villes ou 2 bassins d'emploi. Le problème est le manque de confiance dans les régions à qui la loi LOM a confié des responsabilités élargies avec transfert de gestion ou de propriété. Leur intérêt est de développer le potentiel de ces lignes, évidemment, pas de les fermer. Faut-il encore qu'elles soient accompagnées dans les investissements colossaux nécessaires ? Une ligne ne ferme pas parce qu'elle n'a pas assez de trafic, mais parce qu'elle n'a pas assez de trains. Une préconisation que l'on pourrait faire est de renforcer l'offre, même en heures creuses. Des économies devront être trouvées en révisant les référentiels de voies pour faire circuler des trains plus légers. N'en utiliser qu'1 sur 2 pour réduire les frais de maintenance et de signalisation, des choses que vous soulevez très justement. Pour conclure, je pense que la nouvelle donne ferroviaire doit donc commencer par les petites lignes, au service de ces citoyens du monde rural qui se sentent abandonnés. Et vous le savez, ce sentiment d'abandon peut vite se transformer en colère, à l'image de notre pays aujourd'hui. J'espère que vous partagez cette priorité et je vous en remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, je donne la parole à Michaël Cosson. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. Au nom du groupe Les Démocrates, je tiens d'abord à saluer ce travail transpartisan et pragmatique. Face aux défis de la transition écologique et de la cohésion territoriale, seule cette approche constructive nous permettra de faire avancer concrètement notre pays. Ce rapport ne parle pas d'un sujet abstractif ou lointain, il parle de notre quotidien, de celui des Français, de celui aussi des Bretons que je défends. Pour nous, au groupe Les Démocrates, le train est bien plus qu'un moyen de transport, il est un facteur de justice sociale, une nécessité économique et la possibilité de construire son avenir. Notre territoire à la pointe de l'Hexagone a longtemps souffert de l'enclavement. L'accès à l'emploi, aux études, aux soins ou simplement à la famille et aux loisirs dépend en grande partie de la qualité de nos liaisons ferroviaires. Pourtant, comme le souligne le rapport, nous payons encore le prix de décennies de sous-investissement dans nos lignes du quotidien. L'ère du TGV a accentué la polarisation autour des grandes métropoles, laissant de côté nos petites et moyennes villes. Et qui n'a jamais été confronté à des retards, des annulations, des correspondances rompues sur nos TER ? C'est une réalité frustrante et c'est un frein à la mobilité des Bretons qui aspirent à une alternative ou complément fiable, accessible et durable à la voiture individuelle. Notre groupe soutient la triple ambition que porte ce rapport. Premièrement, l'urgence de la régénération. L'alerte est claire. Sans financement massif, nous risquons une rupture de notre réseau d'ici 2028. Nous devons donc faire des choix à la hauteur des enjeux. Réparer et moderniser avant de construire à travers tous les territoires. C'est le sens des responsabilités envers nos concitoyens. C'est pourquoi nous saluons notamment la recommandation numéro 30 dans le contexte des ressources limitées. Il faut privilégier sans ambiguïté le développement de l'offre des trains du quotidien plutôt que des projets de nouvelles LGV. Deuxièmement, le choc d'offre. Pour que le train devienne une alternative crédible, il doit notamment être facile d'usage et régulier. Nous devons notamment accélérer le déploiement des services express régionaux métropolitains et maintenir, voire rouvrir nos petites lignes qui sont le maillon essentiel de l'aménagement du territoire. Ce choc d'offre doit également passer par la relance ambitieuse des trains de nuit, ces liaisons qui ont connu une hausse spectaculaire de fréquentation,
plus 130% en 5 ans, pour désenclaver des territoires éloignés de la capitale. Elles offrent une alternative écologique et économique pour des longs trajets professionnels et de loisirs, en permettant d'économiser une nuit d'hôtel et de relier la Bretagne aux autres régions sans devoir nécessairement passer par Paris. Enfin, je ne peux pas passer sous silence le fret ferroviaire. La France accuse un retard dramatique, doubler la part mondiale du fret d'ici 2030, objectif de la loi climat et résilience, de la part modale, pardon, pas la part mondiale, et désengager nos routes nationales qui traversent trop souvent nos communes. C'est réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et c'est renforcer la compétitivité de nos entreprises, notamment bretonnes. Nous ne devons pas baisser les bras. Les enjeux de financement sont notamment importants. Le transport routier doit y contribuer de façon plus juste. En conclusion, saluons ce rapport. C'est réaffirmer notre vision d'un État stratège et décentralisé. Le ferroviaire est le bien commun du XXIe siècle. Enfin, pour terminer, la question sera comment maîtriser ces investissements lourds sans se reporter sur le prix des tarifs ou reculer dans ces investissements. En tous les cas, je tiens encore à saluer ce travail et espérons qu'il soit le signal de remettre la France sur les rails. Wow. Merci. Merci pour ce jeu de mots subtil. Je donne la parole à notre collègue Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la mission d'information, Mesdames et Messieurs les co-rapporteurs, je tiens vraiment à vous remercier dans la continuité du concert de louanges que vous avez eu sur la qualité de vos travaux, véritablement. Et j'espère qu'ils trouveront une concrétisation justement dans une véritable loi cadre, ambitieuse et tellement indispensable pour notre pays. Le TGV reste le fleuron du ferroviaire français, mais son modèle économique repose sur des tarifs élevés, sur une concentration sur les grandes lignes rentables. Les coûts d'infrastructure sont lourds, financés par l'État, les collectivités et l'endettement de SNCF Réseau. Cela entraîne un paradoxe avec une excellente desserte entre grandes métropoles, mais des prix élevés pour les usagers et un déséquilibre territorial. En parallèle, les lignes classiques souffrent d'un retard d'investissement chronique. Vous insistez sur la nécessité d'un plan massif de modernisation et de renouvellement du réseau existant, notamment pour les trains du quotidien, avec un coût de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur 10 ans, dont les financements reposent majoritairement sur l'État, l'Union européenne et les collectivités locales. De la même façon, dans nos campagnes, la question de la mobilité est essentielle car les dispositifs de transport public sont moindres. Or, pour inciter les citoyens à se passer du tout voiture, il faut aussi leur donner la possibilité de bénéficier de transports accessibles, efficaces, fiables et une modalité de bout en bout, une multimodalité de bout en bout. Pour cela, les SERM revêtent un atout intéressant pour nos territoires. Et j'ai une pensée pour notre ancien président Jean-Marc Zolesier pour le travail qu'il avait réalisé à ce sujet. Ces SERM réduisent la dépendance à la voiture. Un petit café ? Ils réduisent la dépendance à la voiture pour les trajets domicile-travail, en particulier dans les zones périurbaines saturées, embouteillage, pollution, temps perdu. Un SERM peut réduire fortement les émissions de CO2 et de polluants locaux en offrant une alternative crédible. Ils traduisent une équité sociale compte tenu des contraintes de mobilité, de l'exclusion géographique et du coût des carburants et renforcent l'attractivité économique du territoire. Enfin, cela peut être un signal potentiel pour faciliter les connexions entre les LGV et les TER et les autres modes. Pour autant, le montage financier et institutionnel reste lourd, long, sans compter le besoin d'investissement massif. Je vais l'illustrer avec le projet de réouverture d'une ligne ferroviaire de transport de voyageurs franco-suisses permettant d'apporter une réponse pertinente et financièrement fiable, avec des cofinancements notamment, à l'alternative de la voiture. Près de 15 000 voitures chaque jour passent sur cette route. Je parle de 17 km qui permettraient de compléter le tour du lac Léman en train, et un projet qui dure depuis 20 ans et qui a une volonté partagée entre les acteurs français et suisses. Les élus locaux ont intégré dans leur document d'urbanisme la faisabilité de cette ligne et les gares identifiées. Cette planification lourde, fastidieuse, se confronte aux freins administratifs et parfois aussi d'ingérences politiques déplacées. Aussi, quelles seraient vos préconisations pour optimiser la gestion administrative de ces projets et porter la réussite des SERM? Comment garantir que ces services bénéficieront à tous, toutes les catégories sociales et territoriales? Je vous remercie et merci, Monsieur le Président. Oui, mais personne n'a rien vu, ça tombe bien. Aucune prédit.
Voilà. Donc maintenant, je vais céder la parole pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire à Constance de Pellichy, qui bénéficiera, si elle le souhaite, d'un peu plus de temps, étant donné que j'étais indulgent avec Madame Violent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais à mon tour remercier très sincèrement le Président et les co-rapporteurs de cette mission, de s'être saisis de ce sujet et de s'en être saisis dans la globalité. Et je m'associe également au souhait de voir une loi cadre, si toutefois un jour le contexte politique nous permet d'y travailler, de voir une loi cadre aborder et encadrer le sujet. Vous avez été nombreux à évoquer les questions du fret, les questions des TGV. Moi, je voulais concentrer mes propos sur le train du quotidien. Le train du quotidien, c'est d'abord un enjeu d'attractivité. Attractivité pour la gare vers laquelle convergent les trains du quotidien, certes, et le bassin économique de cet environnement-là, mais c'est aussi un enjeu d'attractivité pour tous les bourgs, voire petits villages, qui sont traversés par cette ligne et par ces arrêts. C'est un enjeu écologique, vous avez été nombreux à le rappeler tout à l'heure, un enjeu de décarbonation extrêmement fort pour nos transports, mais c'est aussi un enjeu économique. Si je prends le simple exemple de la commune dont j'ai été maire pendant 10 ans, La Ferté-Saint-Aubin, faire les allers-retours entre La Ferté-Saint-Aubin et Orléans, à peu près 70% de nos actifs le font tous les jours, c'est 1000 km par mois. 1000 km par mois. Vous le faites en train, vous en avez pour 17 minutes en train, donc c'est aussi un enjeu de qualité de vie, de santé mentale et de sécurité routière. Mais 1000 km par mois versus un abonnement à 60 € par mois environ, le ratio, il est très clair. Un enjeu de pouvoir d'achat pour tous les travailleurs qui prennent le train, mais aussi un enjeu d'équité par rapport à ceux qui sont obligés de prendre la voiture pour tous les villages autour. Et j'en venais sur la question de la sécurité routière et de la santé mentale. Ce sont deux sujets dont on parle très peu par rapport au train, et pourtant qui me semblent aussi importants. Lorsque vous enlevez autant de camions et de voitures sur les routes, vous enlevez tout autant de risques d'accidents, y compris d'accidents graves, en particulier en conditions hivernales. L'enjeu de santé mentale, on ne le met pas suffisamment en avant. Dans le train, vous pouvez vous reposer, vous pouvez avoir du temps pour vous. Vous arrivez beaucoup plus souvent à l'heure qu'en voiture. Vous avez certes parfois quelques tracas, quelques aléas, mais globalement, sur un mois, sur une année, la qualité de vos trajets est tellement améliorée que votre qualité de vie est améliorée et que votre stress peut également diminuer dans vos routines et vos enjeux du quotidien. Je n'aurai pas le temps d'aller aussi loin que ce que je souhaitais, mais l'enjeu des petites lignes, pour moi, est essentiel et j'aurais souhaité qu'on puisse retravailler également au sein de vos propositions auxquelles je souscris totalement sur la question de l'accompagnement des investissements des régions sur certaines de ces lignes, la question aussi de la réouverture et de comment on accompagne les régions à rouvrir quelques petites lignes. Vous parliez des sous-préfectures, je pense qu'on peut parler globalement des bassins de vie. On a des bassins de vie industriels parfois importants, je pense reliés Gien à Orléans. Gien n'est plus une sous-préfecture, pour autant l'enjeu de mobilité est essentiel dans le désenclavement de ce territoire. Et un dernier mot sur les travaux, ils sont essentiels, il faut investir massivement dedans, mais s'il vous plaît, mettez en place une communication adaptée lorsqu'il y a un impact pour les usagers. Ça n'est pas fait actuellement sur les travaux de la POLT entre Orléans et Boisseau, et l'enjeu derrière pour tous les usagers est vraiment important. Merci. Monsieur le Président. Bon, c'est parce que c'est la première fois pour moi, je suis très indulgent. Mais la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Donc maintenant, je vais passer la parole pour le groupe UDR à Nicolas Sansu. Ah, pardon, GDR. GDR, pardon, groupe Gauche Démocratique et Républicaine. Merci pour votre indulgence, chers collègues. Et je m'excuse. C'est à ça qu'on voit qu'il n'y aura pas de prochaine fois, Monsieur le Président, pour tout le monde. Non, c'est pour rire. Oh, mais je dis ça pour rire. Je pourrais être capable de le prendre mal. Oh, mais non, c'est impossible. Impossible. C'est pas sûr que je le fasse. J'hésite. Oui, mais moi aussi, je peux le prendre mal, ce qui a été dit. Hein, je peux le prendre mal aussi, Monsieur le Président. Ah, si. Si. Monsieur le Président de la mission, Madame et Monsieur les co-rapporteurs, merci de votre travail auquel j'ai pu participer en partie en tant que membre de la mission et qui évidemment est un travail extrêmement intéressant. Alors,
on a tout à l'heure eu toutes les nuances de celles et ceux qui nous ont expliqué qu'il fallait faire maintenant autrement que ce qui avait été fait auparavant, et pourtant qui auraient eu l'occasion de faire autrement. Mais l'objectif n'est pas de donner des bons ou des mauvais points sur celles et ceux qui ont pu faire le tout TGV, faire le démantèlement de la SNCF, faire l'ouverture à la concurrence, qui, je crois, sont les cadres qui font qu'aujourd'hui, notre réseau ferroviaire peine à se mouvoir et surtout à regagner toute sa force. Je le dis d'autant plus que nos concitoyennes et nos concitoyens, et j'ai eu l'occasion de le dire hier, ont d'ores et déjà fait le choix du ferroviaire. Il faut voir combien de nouveaux voyageurs par kilomètre nous avons. Année après année, on voit que ça progresse. Alors pour le fret, c'est autre chose. Pour le fret, on a abandonné le fret. Et le démantèlement qui a été mis en place il y a un peu plus de 2 ans est aujourd'hui un drame pour le fret. Et je le vois directement dans ma circonscription où on voit des pertes de marchandises sur le ferroviaire. En tout cas, pour ce qui est des solutions, moi je vous rejoins sur l'idée d'avoir une loi de programmation. J'y rajouterai quand même vraiment une loi de programmation de financement comme on peut avoir pour la recherche, comme on peut avoir pour les dépenses militaires, comme on peut avoir pour l'enseignement supérieur. Je crois qu'il faut de la pluriannualité. Et la pluriannualité, ça nécessite aussi une maquette financière qui soit digne de ce nom. Vous avez parlé des 100 milliards. Bon, ça a été tout à l'heure évoqué, les 100 milliards jusqu'à 2040, le plan d'Elisabeth Borne. Vous demandez de rajouter 1,5 milliard par an, comme cela avait été demandé notamment par le président Farandou. Je pense qu'il faut aller plus loin, sinon on n'arrivera pas à la fois à régénérer nos petites lignes et à redonner de l'attractivité. Parce que l'attractivité, c'est à la fois le prix du billet, la simplicité du prix et des tarifs, parce que c'est quand même un peu compliqué, et puis la capacité à avoir de la fiabilité. Je ne suis pas sûr que la question soit toujours d'aller plus vite. La question, c'est d'arriver à l'heure et d'avoir des dessertes. Et c'est ça le principe. Je suis sur la même ligne que Madame de Pellichy, la Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. En ce moment, c'est un peu la pagaille parce qu'il y a beaucoup de travaux. Mais au-delà de ça, la question, c'est pas de savoir si on met 1h30 ou 1h40 de Vierzon. C'est d'être sûr d'arriver à peu près à l'heure, ce qui n'est pas le cas en voiture. Ce qui n'est jamais le cas en voiture. Donc, merci pour votre rapport. Je rajouterai juste une chose. Je pense qu'on pourrait envisager un financement en mobilisant l'épargne des Français et en la fléchant comme on le fait pour le logement social. Merci mes chers collègues. Alors juste, puisque j'étais indulgent sur les temps de parole, parce que notamment nous n'avons pas beaucoup de questions. Pour l'instant, nous avons une seule question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait amené à poser une question ? Non. Alors, apparemment, nous avons Madame Jordan, nous avons Jimmy et Constance aussi. D'accord, très bien. Donc nous avons 3 questions. Monsieur Sansu aussi encore une question. Non, pas de question. D'accord, ok. Donc je vous propose éventuellement qu'on prenne encore les 3 questions. Vous voulez d'abord répondre à, sachant que c'est des questions de 1 minute. Hein. Vous préférez d'abord répondre. D'accord. Donc les rapporteurs vont répondre aux différents orateurs. Merci. Bien, très bien, merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie qu'il y ait un constat partagé sur la question de la régénération et de la modernisation et que nous puissions du coup se saisir de cette opportunité de loi cadre qui a été proposée et que j'espère pouvoir voir venir dans les semaines ou les mois à venir, puisque l'objectif était d'en avoir une d'ici la fin du mois de décembre, de voir également l'urgence de se saisir de ce sujet pour ne pas reculer. Et également, lors de vos prises de parole, c'est un sujet territorial. Nous avons tous chacun dans nos circonscriptions, sur nos départements, des sujets ferroviaires sur lesquels nous sommes très attachés. Et d'ailleurs, il avait
avait été proposé également de faire une loi de programmation, ce qui est, je pense, très bien dans l'objectif de pluriannualité. En revanche, dans la tenue des débats, il faudra faire peut-être attention que chacun ne défende pas juste son bout de gras, mais regarde la globalité de l'ensemble des lignes et de se trouver en fait une doctrine globale sur et la question des petites lignes et la question des dessertes. Je vais répondre maintenant peut-être un par un, j'espère que je ne vais pas oublier, Monsieur Martiaux, sur les différents points que vous avez pu évoquer, notamment le découragement des usagers. Je ne crois pas au découragement, puisqu'on a dit que ça faisait déjà 3 ans qu'il y avait une augmentation de la fréquentation. Donc il y a un intérêt qui est démontré et une réponse aux mesures qui a pu être menées, mais peut-être l'auriez-vous entendu si le Rassemblement national avait été présent aux auditions que nous avons pu mener. Pour le groupe EPR et Pierre Cazeneuve, la question qui a été évoquée sur la question notamment des gares intermédiaires et de la rentabilité. Effectivement, la péréquation que pouvait opérer SNCF sur ces sillons, eh bien, il faut pouvoir la mener et donc de pouvoir travailler à maintenir ces gares intermédiaires, de trouver à refaire marcher une péréquation peut-être de manière différente. Le travail n'est pas fini dans les modèles que nous avons à avoir, mais pour l'instant nous sommes sur des lignes librement opérées en termes de TGV. Est-ce qu'il faudrait voir avoir une contrainte en plus? C'est à discuter. Et puis la question de garantie, notamment des moyens de financement. Eh bien, la question de la consolidation de la dette est une vraie question. Et lorsque nous voulons, par exemple, mobiliser les recettes des concessions autoroutières qui pourraient arriver qu'à partir de 2031, effectivement, si nous gageons dessus, eh bien, ce sera à consolider, même si parce que les recettes ne seront pas encore au rendez-vous. Donc, ce sont des mécanismes financiers qu'il faut poursuivre et travailler. Madame Ercia Soudet, vous avez fait effectivement référence au fret et la question de la faisabilité d'installation du fret a été proposée dans la recommandation numéro 41, puisque nous voulons introduire une obligation d'étude de faisabilité pour prévoir des embranchements ferroviaires. Donc à toute installation, d'avoir la possibilité de regarder comment un embranchement peut être fait, doit être mené, et également, et moi je le préconise, que les régions puissent accompagner cela, puisqu'elles ont la compétence économique, et elles doivent pouvoir accompagner les entreprises dans leur recherche de mobilité sur les marchandises. Monsieur Denis Feignier, alors la question de la préservation du ferroviaire, je vous remercie effectivement sur la question des trains de nuit. Et nous pouvons d'abord dire que les trains de nuit ont été abandonnés jusqu'à 2017-2020. Il y a eu depuis la réouverture de 3 lignes intérieures et on voit un intérêt de la part des usagers de pouvoir utiliser ces trains de nuit. Ils ont une conscience que ça contribue également à la décarbonation. Je recite les 3 lignes qui ont été rouvertes, Paris-Nice et Paris-Tarbes, ainsi que Paris-Aurillac. Il avait été évoqué également la ligne de Paris-Vienne en 2021. Donc les travaux continuent, même de manière au sein de l'Europe. Monsieur Jean-Pierre Tête, donc nous avons un sujet. Alors là, on est au niveau Auvergne-Rhône-Alpes et puis on va pouvoir en discuter. La responsabilité des régions est toujours très prégnante. On le sait que les régions sont très engagées, notamment l'Occitanie, avec Carole Delga en tant que présidente de Région de France, qui a beaucoup participé aussi à ces travaux autour du ferroviaire. Il faut trouver les moyens de discussion politique pour les régions. C'est une des préconisations, la question de la gouvernance et la question interrégionale avec l'État également doit pouvoir être posée sur la table. On l'avait dit, la mutualisation des moyens sur le matériel roulant, sur l'organisation de la billettique et aussi sur la priorisation des lignes, notamment à la question de la régénération. J'avais proposé dans le cadre de la conférence Ambition France Transport d'avoir un outil qui s'appelle, qu'on a nommé le Ferroscope, pour pouvoir
évaluer l'ensemble des lignes, que ce soit les lignes de desserte fine, mais également les lignes de TER et autres, pour pouvoir réussir justement à prioriser, mais faire en sorte que l'ensemble du réseau circulé soit bien pris en compte. Michael Cosson, le fait de privilégier les trains du quotidien et d'avoir souligné le fait de regarder la recommandation numéro 30, elle est importante aussi pour nous. D'ailleurs, je crois qu'une mission a d'ores et déjà été donnée au COI pour regarder et reprioriser l'ensemble des points, mais il y a vraiment une volonté de pouvoir aller sur ces trains du quotidien et ce report modal qui peut être fait. Nous avons besoin de trains qui sont faciles, réguliers, on le voit. Et la question de la part modale du fret est importante. D'ailleurs, j'ai fait une demande à ce que, justement, les 600 km, qui sont en général ce qu'on pense en termes de déplacement de marchandises, distance minimum, puissent être revus à la baisse, retravailler sur des modèles économiques où nous pouvons évaluer que sur un déplacement de marchandises de 300 km, eh bien, ce soit également rentable. Je ne sais pas, il faudra probablement être créatif, mais nous sommes dans la période où nous cherchons des moyens de créativité, mais on ne peut pas s'arrêter à dire bah non, ça fait moins de 600 km, donc on ne peut pas mettre en place du fret. Il faut trouver, peut-être avec du matériel roulant léger, d'autres façons, ou même du développement du transport combiné, d'autres façons de mettre des marchandises sur les rails. Madame Anne-Cécile Violent, vous avez évoqué la question des SERM, et c'est vrai que la philosophie autour du SERM, qui est plutôt de regarder autour du pôle multimodal plutôt que de regarder ligne par ligne, permet de travailler d'abord aux questions de rabattement. On a pu obtenir un SERM sur la question, sur le secteur du Genevois français, ce qui permet effectivement de regarder le ferroviaire comme base, mais évidemment tous les raccordements qui sont proposés, que ce soit en termes de parking et autres. D'ailleurs, on a fait une proposition sur les parkings et à regarder que le coût du parking pour pouvoir rejoindre une gare est aujourd'hui très, très fort. C'est un poids dans le déplacement qui n'est malheureusement pas encore adressé suffisamment, voire des abonnements qui ne sont pas disponibles. Et donc, ce point-là est à regarder aussi. Madame Constance de Pellichy, la question sur l'information aussi doit être centralisée, parce qu'on voit, on parlait de la billettique du matériel roulant, mais la question de l'information aux voyageurs dans le contexte d'ouverture à la concurrence, d'avoir plusieurs opérateurs, doit pouvoir être centralisée, et c'est un point que nous avons aussi souligné. Et puis enfin, Nicolas Sansu du groupe GDR, eh bien, la mobilisation de l'épargne, nous en avons parlé effectivement hier. Je crois que si nous... moi, je rejoins sur un certain nombre d'investissements, hein, et d'ailleurs, le fait de parler en centaines de milliards d'investissements, je ne sais pas quel effet ça fait exactement sur nos concitoyens quand on parle d'un contexte budgétaire qui est restreint, mais il ne faut pas qu'ils s'en inquiètent, parce que c'est des investissements qui rapporteront socialement, économiquement dans le service que nous allons offrir. Donc oui, de se dire que l'épargne, elle peut être mobilisée, bien leur expliquer que ça veut pas dire qu'on va leur prendre leur argent, mais que ça veut dire qu'on va pouvoir rémunérer cet argent en l'utilisant à des fins de développement du service public. Je me suis retrouvée à devoir l'expliquer aussi, parce que sinon on nous disait attention, on va nous prendre nos livrets. Ce n'est pas le cas, et je pense qu'il faut parfois le rappeler également. En conclusion, je suis d'accord, il n'est pas trop tard pour remettre la France sur les rails, et donc non, il est pas trop tard, pardon. Mais je tiens à remercier donc mon co-rapporteur Béranger Cernon, Monsieur le Président Peyo Dufaux, et évidemment Madame Camille Pagua, notre administratrice qui nous a accompagnés avec nous. Merci Monsieur le Président. Juste pour compléter 2-3 éléments sur la question du financement du ferroviaire et sur ses besoins de 4,5 milliards, l'intérêt
ce rapport, c'est aussi d'éclairer un petit peu sur ces discussions-là, parce que mine de rien, 1,5 milliard en plus, c'est pas rien. Ça représente quand même une certaine somme. À l'heure où on cherche à faire des économies, on pourrait se dire, tiens, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est vraiment au pied du mur. Et la question de la qualité de service, elle est vraiment centrale dans l'attrait du ferroviaire. Ça a été rappelé par rapport à la voiture. C'est un véritable confort, c'est un véritable atout. Et cet atout-là, il est lié en grande partie, non pas forcément en effet au temps de transport entre un point A et un point B, mais à sa qualité et à sa fiabilité. Et donc évidemment, la question de la régénération et de la modernisation du réseau, elle est centrale. Il ne s'agit pas de mettre de nouvelles taxes ou de faire je ne sais quoi. Il s'agit juste que chacun paye sa juste part, parce qu'on le voit bien, il y a des modes de transport qui aujourd'hui ne payent pas leur juste valeur. Il s'agit juste de les remettre entre guillemets dans le droit chemin. Et puis il y a un certain nombre de choses qui bénéficient aussi lorsque l'on a l'arrivée du train. C'est par exemple quand vous avez une nouvelle gare qui se crée, de la plus-value immobilière, ou lorsque vous avez des dessertes ferroviaires à proximité de votre entreprise, évidemment un attrait pour le monde de l'entreprise. Donc il s'agit de faire payer le prix juste, afin que justement on ait ces petites lignes qui puissent survivre, qui puissent vivre et qui puissent se développer. La question du fret, elle est centrale aussi sur le côté écologique, mais aussi sur son bilan. Parce que la concurrence du fret, elle a 10 ans d'avance sur la concurrence au niveau voyageur. On voit aujourd'hui l'état du fret, avec son report modal qui est très faible et un affaiblissement très clairement du transport de marchandises par voie ferrée. Et il ne s'agirait pas de faire les mêmes erreurs et que finalement on se retrouve dans la même situation au niveau du voyageur, alors qu'il y a une véritable attente de la part des citoyens de pouvoir emprunter ce mode de transport. Il faut donc absolument le développer, il faut donc absolument en augmenter la fiabilité, en augmenter l'offre et le cadencement. Sur le TER, c'est ce qui a énormément marché et c'est ce qui aujourd'hui fait qu'il y a un engouement pour le TER. C'est le fait qu'il y ait une cadence régulière avec des horaires entre guillemets fixes, un train toutes les heures, ce qui permet d'éviter de se poser la question et de regarder toutes les 4 matins à quelle heure est son train. Et puis évidemment la question du train de nuit où la première tranche de 160 voitures a été déclenchée. Et ça a été mis dans le rapport où on préconise le fait qu'à très court terme, la deuxième tranche pour monter à 300 voitures puisse être déclenchée pour justement pouvoir ouvrir de nouvelles lignes, notamment sur la question de la transversalité entre régions. Un mot sur le Paris-Berlin, Berlin-Vienne, parce qu'en effet, il y a 2 ans, on ouvrait cette ligne en grande pompe. Aujourd'hui, en tout cas au mois de décembre, vu comme c'est parti, on la ferme. Ça, c'est à rebours de tout, à rebours des temps actuels, et puis finalement à rebours des ambitions qu'on s'était fixées. Ça pose question finalement sur son fonctionnement. Je pense qu'il faut accepter sur la question du ferroviaire de s'endetter. Il faut accepter aussi qu'il y ait des subventions. Il n'y a aucun système ferroviaire dans le monde qui s'autofinance, donc il y aura besoin de financement public. Et puis ça montre aussi parfois des mésententes entre l'État et la SNCF, parce que la SNCF n'est pas exempt de tout reproche sur cette destination, puisqu'il y avait l'engagement d'un trajet quotidien, mais également d'avoir une vente de ses billets de train de nuit sur son application, et ça n'a pas été le cas. Donc on voit bien qu'il y a aussi besoin d'avoir et un État stratège et d'avoir une entreprise qui respecte ses engagements. Merci. Alors, il y a le président qui aurait voulu s'exprimer très rapidement. À titre exceptionnel, je lui laisse bien entendu la parole. Oui, 2 petits points. On a entendu de M. Marquiot qu'il ne fallait pas de nouvelles taxes. Aujourd'hui, on ne parle pas forcément d'une nouvelle taxe, mais d'une contribution, justement parce que tout le monde ne paye pas le coût de son infrastructure. Et je reviens aux camions. Les camions ne payent pas les routes. C'est les Français qui payent les routes, des routes plus chères justement pour que les camions puissent circuler dessus. Ça a aussi un coût économique, ça a un coût lié à la pollution, mais c'est un coût social. C'est-à-dire que vous qui êtes pour que la France soit maître, notamment de son industrie, là-dessus moi je partage complètement, sauf que si le transport en camion, si peu cher parce qu'il est financé par l'argent public, permet de délocaliser l'ensemble de l'industrie à l'étranger, en effet, il y a un coût supplémentaire que personne ne mesure aujourd'hui. C'est ça qui se passe. L'emploi ferroviaire, si on récupère un peu d'argent sur ces camions, l'emploi ferroviaire, il n'est pas délocalisable.
il restera en local, il permettra aux entreprises, notamment l'industrie, d'être embranchées, de pouvoir transporter des marchandises lourdes, des marchandises dangereuses, sans aucun problème sur le ferroviaire. Donc aujourd'hui, oui, il y a une nécessité, tout le monde le reconnaît, d'aller chercher l'argent sur les camions. Et bon, M. Sansu est parti, mais c'est vrai que la SNCF, mais l'État, globalement, s'est désengagé totalement du fret ferroviaire, et ce depuis 2003, quand la SNCF a décidé de racheter Géodis. On nous a vendu l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire comme la panacée. Or, on voit bien que c'est une catastrophe et qu'on a perdu quasiment un tiers du transport de marchandises depuis l'ouverture à la concurrence, alors même qu'on a fait rentrer énormément de concurrents, dont plus de la moitié a fait faillite. Le système ferroviaire est un système qui a besoin d'argent, c'est une réalité, mais c'est un service rendu pour l'économie et pour les citoyens qui est indispensable. Et il faut donc aller chercher l'argent nécessaire pour le financer. C'est un enjeu primordial. Merci, Président. De rien. Alors, nous avons actuellement 3 questions. Je vous propose, mes chers collègues, vous posez vos 3 questions et après nous aurons, de manière groupée, nous aurons les réponses des rapporteurs. Je vais donc laisser la parole à Madame Sylvie Ferré pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs, merci pour votre travail. Élu sur un département rural, je peux vous dire qu'être sans voiture, c'est synonyme de précarité, de renoncement, voire d'isolement social complet. Cette situation est la conséquence de choix d'aménagement de territoire depuis des décennies, avec des investissements massifs dans les infrastructures de transport routier et avec toujours plus de concentration des activités et des services dans les grandes agglomérations et donc une augmentation des distances à parcourir. La concurrence de la route a mené à une contraction considérable du réseau ferré des années 50 à aujourd'hui. Pourtant, la mobilité dans les territoires ruraux est aussi un enjeu écologique avec le transport qui reste le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre. Loin de moi l'idée de culpabiliser les habitants des zones rurales, mais plutôt alerter sur l'urgence de changer de modèle dans ces territoires. Le réseau ferroviaire doit constituer la colonne vertébrale des mobilités, mais cela n'est possible que si la France investit dans son réseau ferroviaire à la hauteur des enjeux. Ma question est la suivante. Estimez-vous que la politique tarifaire déployée par la SNCF permette de mettre en œuvre une transition écologique juste dans le transport ferroviaire? Je vous remercie. Merci. Je vais céder la parole à Jimmy Pain. Merci, Monsieur le Président. Ce sera une prise de parole très courte et à 2 voix avec mon collègue Michael Cosson. Ah, pardon. À 2 voix et avec Michael, prenez exemple sur la Bretagne. Nous venons le 1er septembre dernier d'inaugurer 17 voies de plus quotidiennes sur l'axe Redon-Quimper. Et puis, Michael va vous dire autre chose. C'est une annonce. Le hasard fait que hier, 370 millions d'euros viennent d'être contractés par la région Bretagne justement pour investir dans le ferroviaire, doubler la cadence d'ici 2030 du nombre de TER et faire en sorte que justement d'ici 2040, eh bien, en fait, on ait aussi réhabilité les nombreuses petites lignes et étudié de nouvelles lignes à travailler. Ma question, c'était surtout, ne croyez-vous pas que justement par rapport aux investissements lourds que les collectivités doivent faire, il soit temps pour la Cour des comptes de pouvoir extraire tous ces investissements de la capacité d'endettement des collectivités, justement pour pouvoir accélérer cette transition, chose qu'aujourd'hui, elles sont confrontées entre un chemin que nous devons atteindre, qui est difficile à atteindre, et des contraintes financières qu'on leur octroie chaque année pour ne pas qu'elles dépassent le taux d'endettement. Merci mes chers collègues. Alors juste pour information, la région Bretagne n'a pris exemple sur la région Grand Est, puisque au niveau de Strasbourg, nous avons mis depuis 2 ans plus de 800 trains par semaine au niveau du ferroviaire, avec une fréquentation qui... il y a des difficultés de mise en œuvre, mais une fréquentation qui est assez exemplaire. Voilà, donc vive la Bretagne, vive le Grand Est, vive l'Alsace. Madame Jourdain, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, merci à Monsieur le Président et merci aux rapporteurs pour leur travail. Je n'ai pas eu le temps de lire le rapport, mais l'exposé est très clair ce matin.
et je partage notamment l'idée de la nécessité d'un État stratège et aussi d'une loi de programmation, hein, comme vous l'avez dit, pour régénérer, moderniser, remettre en service donc les petites lignes, et tout ça, voilà, dans le cadre d'une réponse, hein, que l'on connaît au défi climatique, voilà, qui est devant nous. En même temps, vous l'avez dit, une réponse donc à la redynamisation des territoires, et pourtant, il reste aussi des territoires qui n'ont même plus de traces de lignes ferroviaires. Et donc, c'est à eux que je pense, parce que c'est là aussi où il y a des habitants qui sont dans un sentiment d'abandon terrible. Alors, ce que je voudrais vous demander de façon plus globale par rapport donc à la loi de programmation, hein, que vous envisagez, est-ce qu'on pourrait y associer une vision aussi de planification écologique, de façon à ce qu'on ait une harmonie évidemment sur le développement, et en prévoyant donc vraiment une déconcentration de certains territoires qui souffrent là, eux, d'une suractivité, et par contre d'un remaillage territoire qui aurait tout à fait de l'intérêt pour développer de nombreuses activités. Je pense à l'activité agricole, voilà, une activité agricole relocalisée, une activité artisanale, et puis bon, tout en sachant que remettre de l'activité dans les territoires, c'est aussi, comme l'a dit notre collègue, permettre de se porter mieux et d'avoir une meilleure santé mentale. Voilà. Merci à vous. Merci. Vous aurez noté que j'étais large sur le temps, mais on n'est pas forcément nombreux, mais je pense que c'est important aussi sur ce sujet-là qui est important, on puisse largement tous s'exprimer dans les temps impartis. Je vais me permettre de compléter ces trois questions par une question aussi. Ça a été abordé lors de la présentation, notamment par le président de la mission. C'est aujourd'hui, nous avons donc la confrontation de beaucoup de projets. On se rend compte qu'on a une vraie problématique effectivement d'infrastructure, un vrai problème de financement. Je m'interroge du choix de la France de ne pas proposer d'alternative entre le TER de 100 km/h et le tout TGV, qui sont des lignes qui, dès leur conception, permettent au train de rouler à 500 km/h. Or, on sait que pour la connaître un peu, si on prend les lignes Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux-Dax, le train n'arrivera jamais à 500 km/h. Et pour connaître cette ligne, s'il arrive déjà à rouler à 200-250 km/h, on aura un gain de temps assez significatif. Toutefois, pourquoi il n'y a pas eu d'études sur les lignes à 250 km/h, qui sont des lignes alternatives, qui coûtent beaucoup moins cher, puisque plus on va vite, plus ça coûte cher, c'est exponentiel, et ce qui permettrait de faire une économie assez notable, qu'on pourrait réinjecter notamment sur la régénération du réseau, et notamment les trajets du quotidien. Alors, je voulais juste savoir si vous avez pu étudier cette possibilité. Merci. Merci beaucoup. Donc merci pour vos questions complémentaires. Effectivement, ça donne envie de poursuivre les débats tous ensemble. Sur la question de la politique tarifaire, Madame Sylvie Ferrer, effectivement, on a pu voir que le train pouvait être encore trop cher, et notamment sur le TGV. La politique tarifaire, elle est progressive, mais bon, quand on a besoin de prendre le train presque un peu au dernier moment, on se retrouve avec du plein tarif qui est quand même très très cher, et souvent plus cher également que l'avion quand il y a une concurrence avec l'aviation. Donc là, il y a un vrai besoin de faire baisser ces prix. Ça a été signalé. On a pu voir potentiellement faire baisser les péages. On sait que les régions au niveau TER prennent énormément à leur charge également une part du billet, mais sur le TGV, ça a été identifié, et un travail doit être mené avec des propositions. Avec donc Jimmy Pain sur la contrainte financière qui est posée sur les... Pardon, alors oui. Et Michael Cosson sur la contrainte financière sur les régions. Je ne sais pas si vous parlez de la question investissement ou plutôt fonctionnement, parce que sur la question investissement, après, on n'a pas exploré cette voie. La question, comme je le disais, à partir du moment où c'est de l'investissement, effectivement, il faut retrouver un équilibre qui puisse être fait, et donc les discussions, notamment au travers des CPER et de la
prises en charge de part et d'autre entre la région et l'État doivent se poursuivre en fonction de l'intérêt socio-économique des lignes, mais aussi des besoins de services qui peuvent se faire. D'ailleurs, je suis assez ravie que les régions ont pu se répondre. Chacune font leur part et on voit bien en fait la part des régions dans ce système ferroviaire qui est prégnante. Il faut travailler avec les régions et il faut pouvoir aussi les solliciter, voire les challenger quand certaines régions ne sont pas forcément au rendez-vous, voire même remettre la responsabilité totale sur l'État. Encore une fois, il faut pouvoir faire une gouvernance qui soit coordonnée entre l'État et entre les régions. La question, Mme Jourdan, sur la loi de programmation et la loi cadre. En fait, donc, ce qu'il est proposé, c'est d'abord une loi cadre où les questions écologiques et environnementales peuvent être mises dedans. Ça permet de donner les grands principes et puis ensuite cette loi de programmation qui doit évidemment donner et découler les financements qui devront être de manière pluriannuelle. Finalement, c'est dans ce cadre-là législatif qu'il est proposé d'inscrire la pluriannualité. Et enfin, Monsieur le Président, et là je laisserai parler Peyo Dufaux sur ce sujet-là, mais on a pu identifier qu'en fait, les usagers ne sont pas pour arriver le plus rapidement possible. Ils veulent arriver en temps et en heure, ils veulent de la fiabilité. Mais c'est vrai qu'on a pu voir sur des lignes, notamment TGV, où il y avait des lignes, des dessertes intermédiaires. J'en ai une chez moi à Val-Serône pour la ligne Paris-Genève, où on a toujours tendance à raboter sur le service de ces gares intermédiaires pour gagner du temps. Et c'est toujours le sujet, gagner du temps. Je crois que le rapport montre bien qu'en fait, ce n'est plus la priorité de gagner absolument du temps. Par contre, d'avoir un service fiable, c'est ce qui est demandé. Et puis, d'avoir des dessertes qui sont au plus près de nos concitoyens également. Pour compléter, en effet, sur la question de la politique tarifaire, c'est une question qui est centrale, que ce soit sur la grande vitesse ou comme sur la question du TER, puisque on le voit, il y a du yield management sur le TGV, donc on se retrouve avec des prix très différents en fonction de la période à laquelle vous avez acheté votre billet de train, ce qui pose question quand même, parce que vous allez quand même à la même destination et vous êtes le siège juste d'à côté, ça peut passer du simple au triple, donc ça pose question évidemment sur la question tarifaire, et puis sur le prix des abonnements aussi en région, où on se rend compte, il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, où les différences de prix entre régions venaient à augmenter. Là aussi, il faut faire attention à ne pas créer des déséquilibres en effet territoriaux, avec des régions où l'abonnement pourrait être très cher et d'autres beaucoup moins cher, ce qui crée évidemment du déséquilibre, évidemment une question sur l'investissement aussi derrière. Donc voilà, tout ça c'est des questions qui sont centrales et on fait pas mal de recommandations d'ailleurs sur la billettique, parce que c'est un grand oublié de l'ouverture à la concurrence et où on voit aujourd'hui les régions en grande difficulté par rapport à ces billettiques, par rapport à la vente de ces billets, que ce soit de la grande vitesse ou du TER. Donc voilà. Concernant l'investissement, le sujet de l'endettement des régions, voilà, on en a pas mal parlé là aussi dans le rapport par rapport au CPER, où on se rendait compte qu'il y avait un certain nombre d'engagements, on va dire, qui n'avaient pas pu être tenus. Donc du coup, un retard à l'investissement avec un risque très clair de fermeture de ligne. On le sait pertinemment, lorsque la ligne elle ferme, la réouvrir coûte beaucoup plus cher que finalement de l'entretenir au fil du temps. Et donc oui, je pense qu'il y a des choses à réfléchir par rapport à ça. On a réfléchi à par exemple la possibilité de faire des tours de table des régions, de voir leurs priorités, de prioriser finalement les investissements de la part de l'État, avec un rôle aussi différent que pourrait avoir la FITF aujourd'hui, hein, qui paraît assez opaque, on va dire, où on ne sait pas trop finalement comment sont faits les choix et comment sont dirigés les crédits qui y sont alloués. Eh bien, elle pourrait aussi avoir un rôle central du coup dans ces questions d'investissement et par rapport à l'endettement des régions. Sur la loi programmatique, la loi cadre, je pense qu'on a une occasion en or, je vais dire, de faire rentrer la question du ferroviaire, non pas uniquement en termes de grande vitesse ou de développement des territoires, mais en effet aussi en question d'écologie et en question finalement du sens même du service public qu'on donne au ferroviaire. C'est essentiel, je pense, d'avoir cette conscience d'écologie, de maillage des territoires, de lien aussi entre l'État, les régions et les élus locaux. Parce que, on le voit, hein, pour tous ceux qui sont élus dans différents niveaux, strates, on va dire, des collectivités territoriales, la question des transports, elle est centrale. Et en plus,
c'est un budget quand même très conséquent, si ce n'est le plus gros, notamment pour les régions. Et ensuite, sur la question de la vitesse, la grande vitesse ou quoi, Payot en parlera mieux que moi, puisque ça le concerne directement, mais par exemple sur le GPSO, et notamment pour aller à Toulouse, je pense qu'en effet, la question de l'utilisation de la ligne classique avec une régénération, une modernisation, et du coup l'augmentation de la vitesse avec notamment le RTMS, suffit largement à améliorer le temps de trajet. Et on l'a vu, ce n'est pas une priorité aujourd'hui, tout en évitant des investissements très lourds à l'heure où on cherche à faire des économies. Et à l'heure où on parle d'écologie, je pense que d'utiliser l'existant, améliorer l'existant, ça paraît primordial et central. Je reprends la balle au banc. Donc, 2-3 éléments pour répondre à Chantal Jourdan. En effet, il y a des territoires qui n'ont pas de voie ferrée. Et c'est ce qui crée une défiance énorme au sein de la population de ces territoires quand ils voient que chez nous, par exemple, on annonce un GPSO qui va coûter 14 milliards, annoncé il y a une dizaine d'années, donc ça sera beaucoup plus aujourd'hui. Donc une voie parallèle à une voie existante alors qu'eux n'ont pas de train. Et ça, c'est incompréhensible. Pour ces gens-là, c'est vraiment se moquer d'eux, puisque eux, ils auraient besoin d'un petit investissement pour des trains du quotidien qu'ils n'ont pas. Et on propose à des zones qui sont déjà très bien desservies. Nous, on a 5-6 rotations TGV par jour sur la côte basque pour monter à Bordeaux puis à Paris, sans compter le nombre de TER qu'on a. Donc aujourd'hui, honnêtement, il y a une priorisation à faire, on l'a tous dit, et c'est important de le rappeler. Pour ce qui est de la voie entre Bordeaux et Dax, c'est la voie dans laquelle ont été faits les essais du TGV à 300 km/h dans les années 60, si je ne me trompe pas. On a roulé à 300 km/h sur des voies où aujourd'hui on ne roule plus qu'à 160. Donc moi j'entends la demande du président Thébault, mais alors en effet il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus à la minute, c'est davantage une robustesse. Et puis si on n'a pas moyen en sortant du boulot ou après le loisir d'avoir le train, d'en avoir un autre après, c'est ça qui importe pour les gens. Malgré tout, sur des lignes existantes, aujourd'hui, on sait, sans peut-être monter à 250, mais on sait rouler à 210. Et sur Dax-Bordeaux, aujourd'hui, on roule à 160. On y a roulé à 300, je le rappelle. Et donc, aujourd'hui, plutôt que de mettre 14 milliards, en effet, il y a vraiment une réflexion à mener pour réhabiliter ces voies, faire des travaux pour les aménager, rouler à 210. On gagnera énormément de temps et on gagnera surtout énormément d'argent. Voilà. Et pour conclure pour cette mission, je tiens encore à remercier Camille du fond du cœur. Elle a assisté donc à ce marathon avec nous parce que des rendez-vous, des heures d'audition, on en a eu beaucoup. Il y en a même qu'on a multiplié parce qu'en 1 heure ou 1h30 ou 2 heures, on n'avait pas le temps d'aller au fond des dossiers, donc notamment avec SNCF Voyageurs. Je remercie tous les députés qui ont participé à ces auditions. Je remercie particulièrement Olga Givernet et Béranger Cernon. On a travaillé main dans la main. Il n'y a pas eu d'anicroche. C'était dans l'intérêt de nos territoires, dans l'intérêt certainement aussi des habitants de l'ensemble de l'Hexagone. Et aujourd'hui, c'est important de rendre public cette mission d'information ferroviaire, ce rapport, ces préconisations. Quoi qu'il arrive dans les heures qui viennent, au moins on aura fait un apport et ça permettra, j'espère, de construire un avenir meilleur pour le ferroviaire. Merci beaucoup. Mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi vraiment de saluer le travail qui a été effectué effectivement par cette mission, que ce soit par le président et les 2 co-rapporteurs, et remercier aussi et on ne le souligne jamais assez, le travail effectivement de nos administrateurs qui nous accompagnent dans nos missions et sans qui nous ne serons peut-être pas grand-chose. En tout cas, ça c'est sûr. Donc nous arrivons maintenant au terme de cette présentation. Nous allons passer en application de l'article 145, alinéa 7 du règlement, à l'autorisation de publication du rapport de la mission d'information. Alors, on va faire simple. Y a-t-il des oppositions à cette publication? Donc, la publication du rapport est donc autorisée et je vous remercie.